Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 4 affaires qui ont été présentées pour la première fois sur la chaîne, en 2022. Mais il ne s'agit pas d'affaires choisies au hasard, sélectionnées par mes soins. Ce sont les 4 dossiers qui ont obtenu le plus haut pourcentage, ou ratio si vous préférez, 60 jours après leur diffusion. La première affaire nous ramène aux États-Unis, dans les années 1880. Matilda Smith a vu le jour dans le canton de Bayham, comté de Sussex, dans le New Jersey, le 20 juin 1868. Cependant, bien qu'on l'ait prénommée Matilda, tout le monde l'a toujours connue sous le nom de Tilly. Elle vivait avec sa famille dans une extrême pauvreté et n'a reçu que peu d'instructions. Malgré cela, elle est devenue une jeune femme agréable et polie. En 1886, elle a trouvé un emploi comme aide cuisinière au Centenary Collegiate Institute, à Hackettstown, dans le New Jersey, qui se trouvait à environ 80 km à l'ouest de la ville de New York. C'était une bonne situation pour Tilly, car, bien que le travail fût pénible, l'Institut lui fournissait un logement. Il y avait cependant des règles strictes que tous les employés de l'Institut devaient respecter, et bien qu'elles fussent considérées comme étant, pour le bien du personnel, elles n'étaient pas toujours suivies à la lettre. Les employés étaient autorisés à sortir pendant leur temps libre, mais elles devaient toutes être de retour avant 22 heures, pétantes. Toute personne ayant besoin de rester dehors au-delà de cette heure devait demander l'autorisation de la gouvernante, et si elle rentrait sans avoir reçu le consentement de cette dernière, on lui refusait l'entrée, et elle devait trouver un autre endroit où dormir. Tilly avait prévu de retrouver ses amies, Annie Van Sickle, les sœurs Mary et Agnès Fries, le soir du jeudi 8 avril 1886. Elle savait qu'elle ne rentrerait probablement pas avant 22 heures, et ne voulait pas demander à la gouvernante la permission de rester dehors tard. Après tout, c'était un jour de semaine, et sa demande aurait presque certainement été refusée. Elle a décidé de demander au concierge s'il pouvait la laisser rentrer dans l'Institut après l'heure autorisée. Il s'appelait James Titus, un personnage assez discret. Il était né à Hackettstown le 6 mars 1857, était marié et père d'un jeune enfant. Il travaillait à l'Institut depuis plus de 11 ans et était au courant de toutes les règles strictes imposées au personnel. Ce n'était pas la première fois qu'une des jeunes employées lui demandait de l'aide pour rentrer dans l'établissement après que les portes aient été verrouillées. Il n'avait pas le droit d'enfreindre les règles, il a donc dit à Mademoiselle Smith qu'il ne pouvait pas l'aider et qu'elle devrait demander la permission à la gouvernante. Cependant, Tilly n'a pas demandé permission, et après avoir terminé son travail, 8 avril 1886, elle a quitté l'Institut et s'est rendue seule sur Main Street à Hackettstown, où elle avait convenu de retrouver ses amis. Ensemble, elles sont allées à la salle de spectacle pour voir une représentation. C'est là qu'elles ont rencontré 2 jeunes, des hommes nommés Harry Haring et Charles Munich. Ils travaillaient tous les 2 comme vendeurs et logeaient dans un hôtel voisin. À la fin du spectacle, les 4 jeunes femmes ont marché le long de Main Street, accompagnées de leurs 2 nouvelles connaissances. Peu de temps après, les sœurs Mary et Agnes Wright sont rentrées chez elles, ce qui signifie que Tilly et son amie Annie se sont retrouvées en compagnie de Harry Haring et Charles Munich. Il y avait pas mal de monde dehors ce soir-là, y compris un jeune homme nommé Fred Weedy, que Tilly avait fréquenté auparavant. Il était avec son ami, un certain Jess Bagot. Tilly et Fred ont discuté un court instant avant qu'elle ne dise « au revoir » à Annie et ne reprennent le chemin de l'Institut, accompagnés de Charles. Munich, le lendemain matin, le vendredi. 9 avril 1886, un homme du nom de Monsieur John White promenait son chien près de l'Institut quand il fit une macabre découverte. Le corps d'une jeune femme. Il alerta immédiatement les autorités et la victime fut identifiée comme étant Mademoiselle Tilly Smith, la jeune aide cuisinière qui travaillait à l'Institut Centenary Collegiate. La nouvelle de ce crime effroyable se répandit rapidement dans tout Hackettstown. Les gens se demandaient qui avait bien pu commettre un acte aussi atroce. Sa dépouille fut transférée à la morgue, où le docteur J.S. Cook pratiqua une autopsie. Il découvrit que la cause du décès était la strangulation. Il révéla également qu'elle avait subi des violences, et selon le docteur Cook, de la part de plus d'une personne. Le médecin ajouta qu'elle s'était débattue vaillamment pour repousser son agresseur. Les habitants à Hackettstown étaient très soucieux que le ou les coupables soient traduits en justice, et les journaux étaient impatients de rapporter tout nouveau développement dans l'enquête.
De la poussière fut retrouvée sur la robe de Tilly, ce qui amena la police à penser que l'agression avait probablement eu lieu dans la grange, qui se trouvait à une courte distance de l'endroit où le corps avait été trouvé. Mais la raison pour laquelle elle avait été placée dans le champ près de l'Institut restait un mystère. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'elle avait été traînée. Ils ont donc supposé qu'elle avait dû être transportée. Harry Haring et Charles Munich furent arrêtés. Ils avaient tous deux été vus avec Tilly ce soir-là, et des témoins confirmèrent avoir vu Charles Munich marcher avec elle en direction de l'Institut. Cependant, les deux hommes nièrent avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Mademoiselle Smith. Charles Munich a dit, inspecteur, qu'il avait escorté Tilly jusqu'aux grilles de l'Institut et qu'ils étaient arrivés vers 22h10, heure à laquelle la porte était déjà verrouillée. A dit aux enquêteurs qu'il lui avait proposé de lui payer une chambre à l'hôtel où il séjournait, mais elle lui a dit que ce ne serait pas nécessaire, et à la place, elle lui a souhaité une bonne nuit et a contourné le bâtiment. La police a gardé les deux hommes pendant quelques jours, mais des témoins les avaient vus tous les deux boire à 23h au bar de l'American Hotel, ce qui signifiait n'aurait pas eu assez de temps pour commettre le meurtre. Une récompense de $1000 offerte pour toute information pouvant mener à la découverte de la ou des personnes responsables de ce crime terrible. L'agence de détective Pinkerton fut également engagée pour aider à l'enquête. Le chef des détectives du New Jersey, Bob Agee, soupçonnait le concierge, M. James Titus, d'être le responsable du meurtre. Était surpris qu'il n'ait pas déjà été arrêté. L'inspecteur Agee pensait qu'il avait ouvert la porte à la jeune femme le 8 avril, pour qu'elle n'ait pas d'ennui avec la directrice. Il lui aurait alors fait des avances et, quand elle a rejeté ses avances, il l'a jetée à terre, causant les marques qui furent trouvées sur son visage. Alors qu'elle se débattait, il l'a étranglée et a emmené son corps dans les champs, où il fut retrouvé le lendemain matin. Même si rien ne prouvait cette hypothèse, les journaux firent leur chou gras de la théorie de l'inspecteur Agee, et le public commença à croire que le concierge de 29 ans, James Titus, avait brutalement violenté et assassiné Mademoiselle Tilly Smith. Et la population, ainsi que la presse, réclamait justice. Les journaux rapportèrent également que Mademoiselle Tilly Smith avait été enterrée dans une fosse commune. Un d'entre eux, le New York, a nommé « Un appel aux dons fut lancé à travers le pays afin qu'un mémorial puisse être érigé, sa mémoire. Il fut décrit comme un monument à la vertu, pour commémorer une jeune femme courageuse, morte en défendant son honneur. » La presse de l'époque appuya unanimement cette campagne et, en l'absence d'autres suspects, poursuivit fait fort pour convaincre les autorités d'arrêter M. James Titus. Les journaux écrivirent que, puisqu'il s'occupait de la chaudière au sous-sol, cela pourrait expliquer pourquoi les vêtements de Tilly étaient couverts de poussière lorsqu'elle fut retrouvée. Il était également la personne qui l'aurait laissé entrer cette nuit-là, et bien sûr, l'inspecteur Agee le croyait responsable. Un témoin, nommé Peter Mead, se manifesta et déclara à la police que, dans la soirée du 8 avril, il avait parlé à James Titus. Il raconta qu'il s'était rendu au sous-sol et qu'après une brève conversation, M. Titus avait parlé de Mademoiselle Smith de manière très irrévérencieuse, suggérant qu'elle n'était pas la jeune femme incarnant les hautes valeurs morales attendues à la fin du XIXe siècle. M. Peter Mead ajouta que, bien qu'il ait prévu d'étudier tard, dans la nuit, M. Titus lui avait dit d'attendre, car Mademoiselle Smith serait bientôt de retour de sa soirée. La police crut M. Mead et ne prit pas la peine d'enquêter sur lui pour tenter de découvrir les motifs qui le poussaient à se manifester. S'ils l'avaient fait, ils auraient découvert qu'il était un personnage quelque peu étrange et arrogant. Il était étudiant à l'Institut, mais insistait pour que tout le monde l'appelle « révérend ». Il gagnait de l'argent en assistant M. Titus dans ses tâches de concierge pendant quelques heures chaque jour. Suite à la campagne brutale menée dans la presse et aux preuves circonstancielles rassemblées par la police, le 29 avril 1886, M. James Titus fut arrêté et inculpé pour l'agression et le meurtre de Mademoiselle Tilly Smith. Le procès débuta le 28 septembre 1886 à Belleville, dans le New Jersey, une ville située à environ 24 km du lieu du crime. La salle d'audience était comble, et de nombreuses personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur. Les journalistes étaient prêts à retranscrire chaque mot prononcé, et il semblait que le pays tout entier était impatient de lire le récit des événements qui se déroulaient.
De nombreux témoins furent appelés à la barre, mais ce fut Peter Mead qui fournit le témoignage le plus sensationnel. Une fois que la récompense en argent fut offerte, il avait commencé à prendre des notes sur d'apparentes conversations qu'il aurait eues avec l'accusé pendant qu'il travaillait au sous-sol de l'Institut. Il se montra un témoin impressionnant et déclara à la cour qu'une nuit, après l'incident, ils se trouvaient ensemble au sous-sol pendant la majeure partie de la soirée, mais que M. Titus était agité et faisait les 100 pas dans les couloirs. M. Mead affirma qu'il semblait plus réservé que d'habitude, mais qu'ensuite s'était soudainement levé et avait dit « Eh bien, ils peuvent m'arrêter, et ils peuvent me pendre, mais ils ne peuvent pas détruire mon âme. » La défense faisait face à une tâche difficile, car la presse s'était montrée particulièrement hostile envers M. James Titus, tant avant qu'après son arrestation. Les journaux avaient écrit qu'il s'était comporté de manière inappropriée envers d'autres jeunes femmes qui travaillaient à l'Institut, et ce point fut mentionné par l'accusation. L'accusation, cependant, fut incapable de présenter le moindre témoin qui puisse confirmer, c'est dire. La défense décrivit M. James Titus comme quelqu'un qui avait toujours joui d'une excellente réputation au sein de la communauté, bien qu'il soit d'un caractère calme et réservé. Ils soulignèrent également les autres incohérences de l'affaire. L'accusation avait insisté sur le fait que Tilly Smith avait été assassinée entre 10h15 et 22h30 le soir du jeudi 8 avril. Cependant, les médecins qui ont procédé à l'autopsie estimaient que ce crime odieux avait été commis au moins 2 heures plus tard, aux premières heures du 9 avril. Il connaissait chaque recoin de l'Institut et de son parc, donc s'il avait commis ce crime, il n'aurait sûrement pas abandonné le corps en plein champ. Il y avait 2 fosses d'aisance, recouvertes de dalles en pierre, ce qui aurait rendu la dissimulation d'un corps très facile. Un corps qui aurait pu ne pas être découvert avant des mois, voire des années. Mademoiselle Tilly Smith ne travaillait à l'Institut que depuis peu et était connue pour être une jeune femme, au tempérament difficile. Ses parents vivaient séparés dans des régions distinctes du pays, donc si elle avait subitement disparu, la directrice aurait probablement supposé qu'elle n'appréciait pas les règles strictes imposées au personnel, n'aurait peut-être pas tenté de découvrir où elle se trouvait. L'accusé avait également été malade à cette période et n'avait pas voulu quitter la chaleur du sous-sol. L'accusation a présenté au tribunal le portrait de Tilly comme étant une jeune femme charmante et polie, avait été élevée dans une grande pauvreté. Mais après avoir trouvé un emploi respectable à l'Institut Centenaire, elle était déterminée à améliorer sa condition. La défense, en revanche, a tenté de peindre un tableau très différent. Elle a décrit une jeune femme dont les standards sociaux et moraux étaient très bas, et qui, selon elle, s'était prostituée par le passé. La défense a même présenté des témoins pour le confirmer. Le procès a duré près d'1 mois. James Titus n'a pas témoigné pour sa propre défense, ce que beaucoup ont perçu comme un signe qu'il était bel et bien coupable. Lorsque le jury est revenu pour rendre son verdict, ses membres l'ont aussi jugé coupable. Avant que sa sentence ne soit prononcée, le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, ce à quoi M. James Titus a répondu qu'il était innocent et n'avait pas commis le crime pour lequel il était condamné. Le juge l'a alors condamné à mort. Il a été fait appel de la sentence et il semblait que certains le croyaient innocent. Les journaux avaient été très virulents à son égard dans leur couverture de l'affaire et, à l'exception de Harry Haring et de Charles Munich, la police n'avait sérieusement enquêté sur personne d'autre. La nuit où Mademoiselle Smith a été assassinée, elle avait parlé à Frank Weddy, qu'elle avait fréquenté par le passé, et l'on pensait qu'il avait encore des sentiments pour elle. Il avait été aperçu avec un jeune homme nommé Jesse Baggotts, mais la police n'avait jamais considéré l'un ou l'autre comme suspect dans ce crime. Avant la date de cette exécution, James Titus a avoué le meurtre de Tilly Smith. Il a prétendu qu'ils entretenaient une relation inconvenante depuis quelque temps, qu'ils avaient de nouveau eu des rapports intimes le soir du 8 avril, après qu'elle fût revenue de sa soirée entre amis. Il a dit qu'elle lui avait alors annoncé qu'elle pensait être enceinte et qu'il en était le père. Une dispute a éclaté, au cours de laquelle il est devenu si furieux qu'il l'a étranglé. Suite à ses aveux, sa peine a été commuée en prison à perpétuité. Le monument à la mémoire de Tilly Smith fut inauguré le 24 novembre 1887 et se dresse à côté de sa tombe au cimetière de l'Union d'Hackettstown. Il fut érigé grâce aux dons de bienfaiteurs locaux et nationaux.
Sur celui-ci, gravé. Elle est morte en défendant son honneur. James Titus a purgé 19 ans pour ce meurtre et fut libéré le 27 décembre 1904. Malheureusement, sa femme était décédée. En novembre de cette même année, il a continué à vivre à Hackettstown jusqu'au 18 juin 1952, date de son décès à l'âge de 95 ans. Il fut alors inhumé dans le cimetière de l'Union, le même cimetière où mademoiselle Tilly Smith avait été mise en terre 3 ans plus tôt. Beaucoup de gens sont convaincus que James Titus n'a fait ses aveux que pour 4 échapper à la potence, et qu'il était en réalité innocent du crime pour lequel il a été déclaré coupable. Après sa libération, il n'a plus jamais abordé l'affaire. On raconte que le fantôme de Tilly hante toujours l'université. Ses apparitions auraient été signalées dans le parc, les couloirs et le théâtre. Monsieur James Titus, l'homme que l'histoire désigne comme le meurtrier de mademoiselle Tilly Smith. Mais un grand doute subsiste quant à sa culpabilité réelle dans cet horrible crime. Nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 8 avril 1886, ni si la justice a vraiment été rendue. Pour l'affaire suivante, nous retournons au tout, début du XXe siècle. Versailles Gould est né le 2 octobre 1853, dans la magnifique ville de Clonmel, dans le comté de Tipperary, en Irlande. Il a grandi dans la ville côtière de Waterford. Il venait d'une famille relativement aristocratique. Son grand-père était baronnet et sa grand-mère était la fille du comte de Kenmare. Le père de Vere était magistrat dans le comté de Waterford, mais sa mère est décédée quand il avait 17 ans, ce qui l'a considérablement affecté. Malgré le lignage distingué de la famille, il n'était pas considéré comme riche. Cependant, l'enfance de Vere n'a pas été particulièrement difficile. Il a reçu une bonne éducation, passait une grande partie de son temps libre à naviguer, chasser et monter à cheval. Une fois devenu jeune homme, on le voyait souvent en compagnie de personnes issues d'un cercle social bien plus élitiste. Un passe-temps était devenu populaire en Irlande, auprès de la haute et de la moyenne bourgeoisie. Le tennis. 1877, le Fitzwilliam Lawn Tennis Club a été fondé. Et en 1879, les premiers championnats de tennis d'Irlande ont eu lieu. Vere aimait beaucoup ce sport et est devenu un très bon joueur. Le tennis était pour lui un moyen de rencontrer la haute société de Dublin, et en 1879, à l'âge de 25 ans, il a participé au tout premier championnat national de tennis irlandais. Il était très en forme et athlétique, et était connu pour son revers puissant et sa grande domination du filet. Il a remporté le tournoi et est devenu le champion national irlandais. Suite à son succès, il s'est rendu en Angleterre pour participer au championnat de Wimbledon. Une fois de plus, il a bien joué, ne perdant que 2 sets sur son chemin vers la finale. La finale était considérée comme un grand événement et s'est déroulée le 15 juillet devant une foule nombreuse. L'attente était grande au préalable, car les 2 joueurs avaient bien joué et tout le monde s'attendait à un match serré. Cependant, il a perdu contre le révérend John Hartley, qui fut le seul vicaire à avoir jamais gagné le championnat de tennis de Wimbledon. Mais il n'a pas seulement perdu, il a perdu d'une manière assez décevante, 3-7-0. Après la défaite, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Vere, qui était désormais une petite célébrité parmi les amateurs de tennis, avait passé la nuit, précédant la finale à boire dans les pubs de Londres, et était arrivé au match final, souffrant d'une terrible gueule de bois, ce qui l'a empêché de jouer à un niveau ne serait-ce que proche de son meilleur. C'est aussi l'année où son père est décédé. De retour en Irlande, il reprit la compétition et, en 1880, se hissa de nouveau en finale des championnats de tennis d'Irlande, mais cette fois, le titre lui échappa, au profit d'un certain William Renshaw, qui, plus tard, allait remporter le tournoi de Wimbledon à 7 reprises. Sa renommée dans le monde du tennis lui ouvrit les portes des événements mondains les plus prisés, mais c'est là qu'il commença à sombrer dans l'alcool et le jeu. Ce train de vie ne tarda pas à avoir un effet dévastateur sur ses ambitions sportives et sa carrière prometteuse prit fin en 1883. Après plusieurs défaites, il décida qu'il était temps de raccrocher la raquette pour tenter de gagner sa vie à Londres. Cependant, la situation fut la même pour lui là-bas. Il continua de boire et de jouer,
et son existence s'enfonça de plus en plus dans une spirale infernale. C'est alors que le hasard mit sur sa route une femme, nommée Marie Giraudin. Elle tenait un atelier de couture dans le quartier huppé de Bayswater. Plus jeune que Vere, elle était née en France en 1860. Fille d'un quincaillier, elle travaillait dans la confection depuis son plus jeune âge et s'était forgé une réputation d'artisane très talentueuse. En France, s'était mariée, mais ses parents n'avaient jamais vraiment apprécié son choix d'époux. Leurs craintes s'avérèrent fondées, car à peine une semaine après les noces, l'abandonna. Rongée par la honte, Marie partit pour Genève, en Suisse, où elle travailla, dans un atelier de couture. Plus tard, elle s'installa à Londres et, apprenant que son mari était décédé, elle épousa un capitaine de l'armée britannique. Mais lui aussi mourut, la laissant veuve pour la seconde fois. Bien qu'elle fût une couturière extrêmement douée, elle n'était pas une femme d'affaires très avisée, et sa boutique ne connut jamais un grand succès. La rencontre entre Marie et Vere fut immédiate. Il était seulement entré dans la boutique car on avait demandé de régler la facture d'un proche, mais Marie lui porta une attention toute particulière. Ce bel homme, issu d'une branche mineure de l'aristocratie, la séduisit. Il eut bientôt raison de leurs finances, qui se retrouvèrent dans un état déplorable. Ils étaient en retard sur leur loyer et avaient vendu tous leurs meubles. N'ayant plus beaucoup d'options, décidèrent de quitter la ville et prirent la direction de Montréal, au Canada. C'était un nouveau départ. Marie monta un atelier de couture, et bien que ce fût un domaine qu'elle connaissait sur le bout des doigts, il semblait que le couple n'avait tiré aucune leçon de ses expériences passées. Ils recommencèrent bien vite à vivre au-dessus de leurs moyens, dépensant sans compter dans les restes. Maintenir ce style de vie bien longtemps, et, une fois de plus, parvinrent à épuiser la patience de leurs créanciers. Ce ne fut donc une surprise pour personne lorsque Vere annonça qu'il devait quitter Montréal pour un certain temps afin de retourner en Irlande. Il prétexta qu'un membre de sa famille était décédé. Le couple passa ensuite les 2 années suivantes à naviguer entre le Canada et l'Angleterre, avant de s'installer finalement à Liverpool en 1903. Là, ils montèrent une affaire de blanchisserie, mais continuèrent à prétendre appartenir à la haute sur Vere et Lady Gould. Le couple s'obstina à mener un style de vie que l'on associe plus volontiers à l'aristocratie. Mais ce faisant, ils ne cessaient s'endetter davantage. Ils essayèrent d'imaginer un moyen de faire fortune rapidement, mais rien ne semblait fonctionner. Finalement, Marie eut l'idée qui, selon elle, allait tout changer. Se rendre à Monaco, persuadée d'avoir percé le secret d'un système qui leur permettrait de rafler des sommes considérables aux tables de jeu de Monte-Carlo. C'est ainsi que, durant l'été de 1907, ils prirent la route pour la petite principauté, perchée sur un escarpement proéminent au pied des Alpes-Maritimes, le long de la côte d'Azur. Ils continuèrent de se faire appeler Lord et Lady Gould. Le couple loua le 4e étage d'une villa spacieuse, se mêlèrent à la haute société qui passait la saison estivale à Monaco. Ils avaient toujours excellé dans l'art de la comédie. Vere ne manquait jamais de raconter aux nombreux dames et messieurs qu'il rencontrait que le titre lui était revenu après que son frère aîné fut décédé dans un tragique accident de course hippique. Sans surprise, tout cela était entièrement faux, car son frère, Stephen James Gould, était bel et bien vivant. Il avait cependant renoncé à son titre en s'installant en Australie pour travailler sur les chemins de fer, ne souhaitant pas que ses collègues aient connaissance de ses origines nobles. Bien des gens croisèrent la route de Vere et Marie dans la petite principauté, mais personne ne parut douter de leur identité. Le couple veillait d'ailleurs à se montrer, toujours courtois, poli et impeccablement vêtu durant tout leur séjour. Il était accompagné de la nièce de Madame Gould, une jeune femme fort séduisante prénommée Isabelle. On la voyait constamment à leur côté, et sa beauté ne manquait pas d'attirer l'attention des jeunes gentilshommes, dont beaucoup étaient très désireux de faire connaissance. Cependant, les affaires n'allaient pas pour le mieux pour monsieur et madame Saint-Leger Gould. Alors arrivés à Monaco, ils avaient connu un certain succès aux tables de jeu, mais les jours passant, ils commencèrent à perdre de l'argent et se retrouvèrent bientôt, une fois de plus dans une situation financière très précaire. Ils se demandaient comment ils pourraient rester à Monaco, et se mirent en quête d'un riche mécène, serait en mesure de leur accorder un prêt. Marie avait toujours eu un certain talent pour convaincre les gens de lui prêter de l'argent. Dans sa boutique de couture de Bayswater, elle avait souvent emprunté de l'argent à sa riche clientèle,
Et à Monaco, elle s'était liée d'amitié avec une dame du nom d'Emma Levin. Madame Levin était une veuve richissime, originaire du Danemark mais résidant désormais à Stockholm. Son parcours n'était pas sans rappeler celui de Marie, ayant elle-même eu une enfance difficile. Son père avait abandonné le foyer familial quand elle était jeune, et la vie avait été rude pour elle, jusqu'à son mariage avec un marchand suédois prospère. Madame Levin était une femme pleine de vie, qui appréciait grandement l'atmosphère des casinos de Monte-Carlo. Elle était en compagnie d'une dame nommée Madame Castellazzi. Marie, cependant, parvint à charmer Madame Levin. Les deux femmes commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble, aux grandes dames de Madame Castellazzi. Marie donnait toujours l'impression d'être une personne agréable et attentionnée, et elle réussit à convaincre Madame Levin de lui prêter, à elle et à son mari, la somme de 1000 francs. Elle prétexta qu'elle attendait un virement d'argent, en provenance de Londres. Ce prêt était plus que nécessaire, car Monsieur et Madame Gold avaient réussi à perdre tout l'argent qu'ils possédaient. Avec ce prêt, V retourna aux tables de jeu, mais il ne lui fallut pas longtemps pour dilapider tout l'argent qu'ils avaient emprunté à Madame Levin. Madame Castellazzi, cependant, n'avait jamais apprécié Marie et lui accordait peu d'attention. La situation entre les deux femmes dégénéra lorsqu'elles eurent une altercation dans un casino. L'incident fit bientôt grand bruit parmi les membres de la haute société de Monaco et fut même relayé par la presse locale. Cet incident avait plongé Madame Levin dans un profond embarras, au point qu'elle jugea préférable de rentrer en Suède. Avant de partir, cependant, elle tenait absolument à récupérer les 1000 francs qu'elle avait prêtés à une certaine Madame Gold. C'est pourquoi, le 4 août 1907, elle se présenta à la villa que louait le couple. 5 jours s'écoulèrent. Et le 9 août, les Gold arrivèrent à la gare de Marseille, sur le chemin de leur retour vers Londres. Ils demandèrent que leur imposante malle soit mise en consigne pendant qu'ils allaient se restaurer dans un hôtel local. Un des porteurs s'aperçut que du sang s'écoulait de la malle. Ce bagagiste avait pourtant vu bien des choses depuis ses débuts à la gare, mais cette découverte le plongea dans une grande inquiétude. Il demanda à M. Gold pourquoi du sang suintait de sa malle. M. Gold lui répondit qu'il transportait des poulets morts. Le personnel de la gare ne sembla guère convaincu par cette explication et prévint la police. Les agents arrivèrent, et après un bref entretien avec Madame Gold, exigèrent l'ouverture de la malle. À l'intérieur, ils découvrirent le corps démembré d'une femme. À Monaco, une certaine Madame Castellazzi avait signalé aux autorités la disparition de Madame Levin. Elle leur avait dit qu'elle était allée réclamer une dette à Monsieur et Madame Gold et qu'elle n'était pas revenue. La police se rendit à la villa que les Gold avaient quittée et découvrit que la nièce de Marie, Isabelle, s'y trouvait encore. Isabelle expliqua aux policiers que sa tante était partie à Marseille, car Monsieur Gold devait y consulter un médecin. Les forces de l'ordre inspectèrent les lieux. Des taches de sang étaient visibles, et ils tombèrent sur des objets qui paraissaient totalement déplacés dans une villa de vacances. Il y avait une scie et un marteau. En examinant de plus près, les policiers constatèrent qu'ils étaient tous deux couverts de sang. À Marseille, la police avait arrêté les Gold. Au cours de la fouille, dans le sac à main de Madame Marie Gold, ils trouvèrent une grande quantité de bijoux. Il fut plus tard confirmé que ces derniers appartenaient à Madame Levin. Au début, le couple déclara à la police que Madame Levin avait un amant qui l'avait assassiné dans leur villa, dans un accès de jalousie. Ils prétendirent avoir été si abasourdis par l'événement que, sans réfléchir, ils avaient craint d'être impliqués s'ils prévenaient la police. À la place, ils auraient donc décidé de se débarrasser du corps. Pour ce faire, ils l'auraient démembré, avant de le mettre dans la malle. La police écouta leur récit, mais ne crut pas un mot. Monsieur et Madame Gold furent tous deux arrêtés et inculpés de meurtre. Vert, cependant, qui s'était toujours considéré comme un gentleman, déclara aux autorités que c'était en réalité lui qui avait commis le meurtre et que sa femme n'avait rien à voir dans cette affaire. Il affirma avoir agi seul. La police se montra très sceptique face à ces aveux. Leur enquête les avait amenés à penser que c'était en fait sa femme, Marie, qui avait tout manigancé, qu'elle avait poussé son mari à se débarrasser de Madame Levin. Il se demandait également si elle n'était pas impliquée dans la mort de ses deux premiers maris.
Le procès s'ouvrit au palais de justice de Monaco en décembre 1907 et devint véritable sensation médiatique. L'affaire suscita un intérêt dans le monde entier et de nombreux journaux titrèrent « Le meurtre à la malle de Monte-Carlo ». L'affaire avait tous les ingrédients qui, selon la presse, fascineraient le public. Le corps démembré d'une riche veuve retrouvée dans une malle, avec pour accusé un ancien champion de tennis finaliste à Wimbledon, et sa femme, qui rêvait d'une vie dans la haute société mais n'avait jamais eu les moyens de se l'offrir. Verret-Saint-Léger-Gould tenta à nouveau d'endosser toute la responsabilité, une initiative que sa femme semblait accepter volontiers, mais le tribunal et la presse n'allaient pas l'entendre de cette oreille. Marie sanglotait fréquemment pendant le procès, et son comportement général paraissait passablement exagéré, se montrant parfois complètement bouleversé et frôlant l'évanouissement. Il était manifeste que le public et les médias la tenaient pour le cerveau derrière toute cette machination, venue à Monte-Carlo, l'intention de s'enrichir, empruntant de l'argent à Madame Lévin pour ensuite se débarrasser d'elle et lui dérober ses bijoux. Le procès fut une affaire expéditive, et tant M. Vere-Gould que son épouse furent reconnus coupables. Toutefois, par un étrange revirement de situation, le tribunal jugea que Marie était en fait la plus coupable, convaincue qu'elle avait orchestré le crime. Alors que son mari fut condamné à la réclusion à perpétuité, elle fut condamnée à la guillotine. Cette sentence était d'autant plus étrange que le gouvernement monégasque disposait en réalité ni de guillotine ni de bourreau. Ne souhaitant pas exécuter une femme, sa peine fut par la suite commuée en prison à vie. Vere fut envoyé sur l'île du Diable, en Guyane française. Le finaliste de Wimbledon de 1879, issu d'une famille très respectable, devait finir ses jours dans un pénitencier sur une île rocailleuse de l'océan Atlantique Nord, une prison établie par le gouvernement de l'empereur Napoléon en 1852. Il n'y passa cependant qu'une brève période car sa santé se détériora, et le 8 septembre 1909, il mit fin à ses jours. Il était âgé de 55 ans. Marie fut incarcérée à la prison de Montpellier, où, en 1914, elle succomba à la fièvre typhoïde. La troisième affaire nous transporte dans les années 30, en Australie. Un vieil adage prétend que la réalité dépasse la fiction. Mais qu'en est-il lorsque la fiction devient la source d'inspiration de la réalité? Perth, en Australie occidentale, région vaste et rurale. De la fin des années 1800 au début des années 1900, des milliers de prospecteurs ont convergé vers la région dans l'espoir de faire fortune au sein de l'industrie aurifère en plein essor. En une seule décennie, la population avait triplé. Et, c'est une verdun doux, la ville fut entièrement métamorphosée, passant d'un lieu autrefois rudimentaire et paisible à une cité moderne et élégante. Le paysage environnant la ville demeurait cependant sauvage et, désolé, bien qu'indéniablement riche et fertile. Tandis que les cultures et le bétail prospéraient, les nuisibles et la vermine en faisaient autant. Les pires coupables étaient les lapins, étaient réputés pour anéantir des récoltes entières en quelques jours seulement. Il était presque impossible de prévoir où les lapins allaient frapper. C'est pourquoi, en 1901, la décision fut prise de construire ce qui est connu sous le nom de clôture anti-lapin. Il s'agirait d'une barrière de 2023 mètres, conçue pour éloigner les lapins et autres parasites afin de protéger la florissante industrie agricole de l'Australie occidentale. Bien que la construction de la clôture ait pris près de 50 000 ans, des sections étaient achevées progressivement. L'entretien allait être le facteur déterminant du succès de la clôture. Des hommes se virent offrir un emploi de patrouilleur de clôture. Compte tenu de l'immensité de la barrière, responsabilité était d'en surveiller l'intégrité, effectuant des réparations au fil de leur déplacement et remplaçant les poteaux si nécessaire. Les patrouilleurs devaient exterminer colonies de lapins qu'ils découvraient et avertir les propriétaires des alentours de toute activité indésirable sur leur terre. Si au départ les hommes travaillaient seuls, la fin des années 20, les patrouilleurs commencèrent à inspecter clôture en binôme dans une charrette tirée par 2 chameaux. Ainsi débute notre récit. 1929, avec 2 patrouilleurs formant une équipe sur la clôture anti-lapin.
Arthur Upfield et George Ritchie travaillaient ensemble depuis plusieurs années et appréciaient la quiétude des immenses étendues désertiques qui bordaient la clôture, inspirait Arthur, un écrivain, qui se servait souvent de paysages désolés comme poil de fond pour ses histoires. Il avait déjà signé 3 romans au succès mitigé et travaillé sur l'intrigue de son 4e livre. Mais il était dans une impasse. Il cherchait désespérément un moyen crédible de permettre à son personnage principal, le détective Bonnie, de confondre un meurtrier malgré l'absence de corps. Autrement dit, il tentait de raconter l'histoire d'un meurtre parfait. Un crime où l'auteur, après son acte odieux, parvenait à faire disparaître entièrement la dépouille de sa victime. Mais il ne voyait pas comment quelqu'un pourrait se débarrasser d'un corps de manière aussi complète. Pendant qu'ils travaillaient sur la clôture, Arthur et George débattaient du problème, testant leurs idées pour trouver le moyen idéal de disposer d'un cadavre. Après plusieurs mois de théorie, George a finalement suggéré une méthode qui, selon lui, correspondait parfaitement à ce dont Arthur avait besoin pour le méchant de son roman. George expliqua qu'une fois le meurtre commis, l'assassin devrait incinérer le corps avec la carcasse d'un grand animal, tel qu'un kangourou. Après l'incinération, le tueur n'aurait plus qu'à tamiser les cendres pour y trouver les plus gros morceaux d'os ou de métal. Il suggéra de dissoudre le métal dans l'acide et de réduire les fragments d'os en poussière. Cette poussière serait ensuite dispersée au vent, ce qui effacerait toute trace du meurtre comme s'il n'avait jamais eu lieu. Arthur était fou de joie, pensant avoir enfin trouvé la solution à son intrigue complexe. Mais il y avait un hic. La méthode était si parfaite qu'il n'y aurait aucun moyen pour le détective Bonnie de soupçonner qu'un meurtre avait été commis. Cela signifiait qu'Arthur ne pourrait pas l'utiliser dans son histoire. Il a donc mis George au défi de trouver une faille dans la méthode, une faille qui permettrait au détective Bonnie de résoudre l'affaire. Mais même avec la récompense livre sterling, George ne trouva aucune faiblesse. Arthur ne voulant pas abandonner son idée, il commença à discuter de la méthode avec d'autres gardiens de la clôture, au fil de leurs inspections. Il espérait que quelqu'un finirait par trouver un moyen de rendre la méthode utilisable pour son roman. C'est au cours d'une de ces discussions qu'un certain monsieur Snowy Rolls entendit parler de la technique proposée par George. Snowy Rolls était né. John Thomas Smith, à Perth, en l'an 1905. On sait peu de choses sur son passé jusqu'en 1928, lorsqu'il fut arrêté pour volume. Il a purgé 3 mois de prison avant de parvenir à s'échapper du poste de police local. Après son évasion, il prit le nom de Snowy Rolls et accepta un travail sur la clôture anti-lapin, un moyen pour lui d'éviter les soupçons et le risque de retourner en prison. Snowy était bien connu d'Arthur et de George et semblait ravi de pouvoir aider Arthur à trouver une solution à son problème. Le 5 octobre 1929, George, Arthur, Snowy et quelques autres gardiens de la clôture partageaient un repas au Camel Homestead quand le sujet de la méthode de meurtre pour le livre d'Arthur fut de nouveau abordé. Arthur n'avait toujours pas trouvé de moyen d'utiliser cette méthode qui lui paraissait trop parfaite. Malgré tout, les hommes tentèrent de l'aider en discutant des différentes options qu'Arthur pourrait envisager. Le lendemain, ils repartirent en patrouille. Arthur, toujours aussi perplexe quant à la manière d'intégrer la méthode dans son roman. En décembre de la même année, Snowy s'arrêta de nouveau au Camel Station, cette fois avec 2 autres personnes. 2 cavaliers, James Ryan et George Lloyd, ont quitté la station ensemble le 8 décembre. Une semaine plus tard, George Ritchie arriva au poste des chameliers, raconta aux autres gardiens qu'il avait croisé un chercheur d'or du nom de James. Ce dernier aurait confié à George avoir aperçu Snowy au volant d'une voiture, ce qui était pour le moins surprenant, car la plupart des cavaliers se déplaçaient en chariot tirés par des chameaux. Snowy avait dit au prospecteur que James Ryan et George Lloyd arpentaient le bush des environs, bien qu'il ne les ait jamais vus de ses propres yeux. Quelques semaines s'écoulèrent, et la veille de Noël, Arthur rencontra Snowy dans la petite ville de You and Me. Lorsqu'Arthur l'interrogea sur les voitures qu'il conduisait, Snowy affirma que James Ryan la lui avait prêtée, car il avait décidé de s'arrêter à Mount Magnet plutôt que de continuer la route avec lui. Curieusement, il a cependant raconté à quelqu'un d'autre qu'il avait acheté la voiture de James Ryan pour la somme de 80 livres sterling.
Noël et le Nouvel An passèrent, et un Néo-Zélandais du nom de Lou Karan arriva dans la région de Murchison. Louis décrocha un emploi, station de Widjimulta, l'un des postes situés le long de la barrière anti-lapin. Il y rencontra de nombreux gardiens de clôture qui lui racontèrent de nombreuses histoires sur leur longue journée à protéger la barrière. Louis était né Leslie George Brown, et tout comme Snowy, il avait adopté un nouveau nom en s'efforçant d'entamer un nouveau chapitre dans sa vie. Mais contrairement à Snowy, l'existence de Lou avait été plutôt ordinaire. Il était né, avait grandi en Nouvelle-Zélande, et après quelques années de mariage, il était parti pour Perth avec un ami, espérant faire fortune en tant que chercheur d'or. Lorsque ce projet a échoué, il a accepté le poste à la station de Widjimulta, espérant que la chance finirait par lui sourire. Pendant ses voyages, Lou entretenait une correspondance régulière avec ses amis, envoyant fréquemment des lettres qui décrivaient l'expérience qu'il vivait en Australie. Ce fut donc une grande surprise lorsque sa correspondance régulière cessa brusquement en 1930. Ses proches soupçonnèrent immédiatement qu'un malheur était arrivé à Louis et contactèrent la police locale. Étant donné la région où Louis travaillait et l'importante population, cela jusqu'à ce qu'ils découvrent que James Lloyd et George Ryan étaient eux aussi portés disparus, n'ayant pas été vus depuis ce jour de décembre où ils avaient quitté le poste des chameliers. En compagnie de Snowy Rolls, la police commença à soupçonner qu'un malheur est arrivé à un ou plusieurs de ces hommes. Le sergent détective Manning dirigeait l'enquête et connaissait la quête d'Arthur pour trouver une méthode de meurtre pour son dernier roman. Il savait aussi que Snowy était parfaitement au courant de cette méthode, espérant un interrogatoire. Dès que le détective Manning arriva pour questionner Snowy Rolls, le reconnut comme étant John Thomas Smith, le cambrioleur qui s'était évadé, donna à la police plus de temps pour enquêter sur la disparition de Lou Karan, James Lloyd et George Ryan. Les preuves contre Snowy s'accumulaient. Non seulement il était la dernière personne vue avec Louis, mais Snowy avait aussi encaissé le chèque de paie de Lou. Plusieurs très intéressés par la méthode de meurtre lors de la conversation qui avait eu lieu, campement de la station chamelière en octobre dernier, et les circonstances entourant les disparitions devenaient de plus en plus suspectes. Le véhicule que Snowy conduisait aux alentours de Noël était également suspect, mais aucune d'époux mort. Le mystère serait peut-être resté entier sans l'intervention d'un cavalier qui patrouillait près de la cabane du kilomètre 183, le long de la clôture. Anti-lapin. Durant sa ronde, il avait remarqué les traces d'un grand feu, la cabane, et parmi la poussière et les cendres, gisait une alliance d'hommes. Le cavalier qui était au courant de la mois a contacté la police pour les informer de sa trouvaille. La bague fut plus tard identifiée comme étant celle de Louis, grâce à une erreur commise par un bijoutier lorsqu'elle avait été mise à taille quelques années auparavant. L'artisan avait utilisé un or d'un mauvais carat, soudé les deux extrémités de l'anneau, ce qui lui conférait une marque distinctive, et signifiait qu'elle appartenait très certainement à Louis. L'alliance a apporté la confirmation que Louis avait été assassiné, et que les cendres dans la cabane étaient probablement tout ce qui restait de son corps. Le feu confirmait également que le meurtrier avait employé la méthode suggérée pour le livre d'Arthur. La police était convaincue que Snowy Rolls était le coupable, et il fut inculpé de meurtre. Son procès s'ouvrit le 10 mars 1932 sous la présidence du juge Percy Draper. Cette affaire de meurtre sans cadavre faisait grand bruit en Australie occidentale. Le public était très intrigué par l'histoire. Snowy était un membre apprécié parmi les aïeux, gardien de la clôture, et bien qu'il soit notoire que certains ouvriers avaient un passé trouble et disparaissaient parfois soudainement, généralement pour échapper à une arrestation pour un délit antérieur, que 3 gardiens s'évanouissent en même temps paraissait très suspect. Parmi les témoins, au procès figurait le médecin légiste, qui affirma au tribunal que les fragments d'os et la dent retrouvée étaient sans aucun doute humains. Le dentiste de Lou Caron et le bijoutier qui avait réparé l'alliance témoignèrent également. Arthur Upfield décrivit le scénario de meurtre et raconta à la cour comment Snowy tentait de l'aider à y trouver une faille afin qu'il puisse terminer son livre. Snowy Rolls témoigna à la barre pour sa propre défense. Il nia avoir assassiné Lou Caron et déclara qu'il ignorait pourquoi ce dernier avait décidé de disparaître, ou même où il aurait pu aller. 19 mars 1932,
Snowy Rolls fut déclaré coupable meurtre avec préméditation de Lou Caron. Pour son crime, il fut condamné à mort. Lorsqu'on lui demanda s'il avait quelque chose à dire sur sa condamnation, Snowy répondit seulement ceci. « J'ai été déclaré coupable d'un crime qui n'a jamais été commis. » Il fut pendu plus tard à la prison de Fremantle le 13 juin 1932. Quant à James Lloyd et George Ryan, on ne les a jamais revus, et leurs dépouilles n'ont jamais été retrouvées. Il semble que Snowy Rolls ait suivi à la lettre la méthode proposée pour le livre d'Arthur. Mais nous ne saurons jamais ce qui lui a fait négliger l'étape cruciale de tamiser les restes et de dissoudre les métaux dans l'acide lorsqu'il a assassiné Louis. Snowy ne fut jamais inculpé pour la disparition des autres hommes. Arthur Upfield a par la suite utilisé la méthode suggérée pour son roman, The Sands of Windy, et plus tard, il a également écrit un livre documentaire basé sur les meurtres réels, intitulé The Murchison Murders. Le 4e cas nous vient d'Angleterre et s'est déroulé à la fin du XIXe siècle. Une certaine Catherine Flanagan est née en Irlande, en 1829. On sait peu de choses sur son enfance. On sait cependant qu'elle avait au moins une sœur, prénommée Margaret, venue au monde 14 ans plus tard, en 1843. Alors que Catherine n'était encore qu'une enfant, ses parents quittèrent l'Irlande pour s'établir en Angleterre, posant leurs valises à Liverpool. Durant les années 1840, des milliers d'Irlandais affluèrent à Liverpool, fuyant la terrible famine qui dévasta leur pays entre 1845 et 1849. On estime que, pour la seule année 1847, près de 300 000 personnes y débarquèrent, et qu'en 1851, un quart de la population de Liverpool était d'origine irlandaise. Liverpool était alors une destination de choix pour s'installer. La ville était considérée comme l'un des plus grands ports maritimes du monde, et au début du XIXe siècle, on estimait que près de 40% du commerce mondial transitait par ses quais. Catherine vivait dans un quartier pauvre et n'ignorait pas que beaucoup de ses voisins aiment consommer de l'alcool. Il fallait aller chercher l'eau dans un seau à une pompe commune et la ramener à la maison, ce qui pouvait être une corvée, surtout si la pompe n'était pas à proximité. Ces pompes étaient également des foyers de propagation de maladies, si bien que beaucoup de membres les plus pauvres de la communauté préféraient boire de la bière et des spiritueux. Le gin, particulièrement apprécié pour son prix très bas. Forte de ce constat, Catherine décida d'ouvrir une taverne. En 1830, le Parlement avait voté le Beer House Act, une loi qui assouplissait la réglementation sur le brassage et la vente de bière. Cela permettait à tout contribuable de brasser et de vendre de la bière en s'acquittant d'une licence. L'objectif de la loi était d'accroître la concurrence entre les brasseurs, de faire baisser les prix et d'encourager les gens à boire de la bière plutôt que des alcools forts. Il en résulta l'ouverture de milliers de nouveaux pubs et de petites brasseries dans tout le pays. Catherine profita de cette aubaine et ouvrit une taverne près des docks de Liverpool. C'était un excellent emplacement pour un tel établissement, car les ouvriers y passaient souvent, après leur journée de travail. Cependant, la taverne de Catherine Flanagan se fit connaître de la police locale comme un lieu fréquemment visité par des criminels et des prostituées. Elle ouvrait également le dimanche, ce qui était illégal. Le gouvernement devenait de plus en plus préoccupé par le maintien de l'ordre dans les tavernes, de sorte que le droit d'accise fut augmenté à 3 guinées et des conditions de propriété furent introduites. Mais ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du Wine and Beer House Act de 1869, qui confiait le contrôle des licences des tavernes aux magistrats locaux, de nombreux établissements commencèrent à fermer, y compris celui tenu par mademoiselle Flanagan. Catherine avait la réputation d'être assez économe, mais avec la fermeture de sa taverne, elle devait trouver une nouvelle source de revenus. Elle se lança alors dans le prêt d'argent. C'était une activité souvent très lucrative dans la Grande-Bretagne victorienne, en raison des conditions économiques difficiles de la classe ouvrière. Les travailleurs touchaient de bas salaires et avaient souvent des revenus irréguliers. De plus, il n'existait aucune restriction sur le prêt d'argent, ce qui signifiait que les prêteurs pouvaient légalement appliquer des taux d'intérêt élevés. Bien que ce ne fût pas considéré comme une profession respectable, c'était une activité facile à démarrer pour Catherine. Elle empruntait de l'argent à des bureaux de prêts locaux, puis prêtait de petites sommes à ses voisins dont la situation les empêchait d'emprunter ailleurs. Elle ne prêtait que peu à la fois et uniquement à des personnes qu'elle connaissait, mais le taux d'intérêt qu'elle appliquait rendait son affaire très rentable. Vers 1880,
Catherine ouvrit une pension au numéro 5 de la rue Skirving, à Liverpool. Elle engagea sa sœur Margaret pour l'aider à la gérer. La rue était l'un de ces endroits où s'entassaient les indigents de la ville, et bien que les conditions de logement dans de nombreux secteurs commençaient à s'améliorer, le 19e siècle avait vu un afflux massif de populations migrant vers les cités industrielles. Par conséquent, les familles vivaient souvent dans une misère noire, et il était fréquent de trouver toute une maisonnée entassée dans une seule pièce. La vie était un véritable calvaire pour les pauvres, dont beaucoup s'épuisaient à l'usine de longues heures pour un salaire dérisoire. Cette époque, l'industrie traversait une crise profonde, car même si la Grande-Bretagne était une puissance économique de premier plan, le pays subissait les contre-coups de la Grande Dépression, qui avait débuté en 1873. Les entreprises étaient étranglées par de longues périodes de profits faibles ou en chute libre, ainsi que par la déflation des prix. Liverpool accéda officiellement au statut de ville en 1880, époque à laquelle sa population avait dépassé les 600 000 âmes. Avec les difficultés économiques, la demande de logements bon marché explosa. Catherine et Margaret, accompagnées du fils de Catherine, âgé de 22 ans, et prénommé John, décidèrent d'ouvrir une pension de famille. Les sœurs n'eurent aucun mal à trouver des locataires, et dès l'hiver de la même année, leur établissement affichait complet. Une chambre était occupée par un certain Thomas Higgins et sa fille, Mary. L'autre chambre était louée par un dénommé Patrick J. Jennings, qui vivait avec sa fille Maggie. Malgré le confort plus que sommaire des lieux, la pension permettait aux sœurs de mener une vie modeste. John, le fils de Catherine, avait 22 ans et donnait l'impression d'être un jeune homme robuste, bien que sa mère raconta à qui voulait l'entendre qu'il était de santé fragile. Néanmoins, la surprise fut générale quand le jeune homme décéda subitement en décembre 1880. Suite à la mort de son fils, Catherine perçut la somme de 71 livres sterling, car John avait été inscrit à une société de prévoyance funéraire. Bien que personne ne l'eût jamais vu souffrant, rien ne laissait supposer que son décès n'était pas d'origine naturelle. En 1882, Margaret Flanagan et Thomas Higgins nouèrent une idylle. Ils se marièrent cette même année, mais quelques mois seulement après les noces, Marie, la fille de Thomas, alors âgée de 8 ans, tomba malade et s'éteignit. Tout comme Catherine l'avait fait plus tôt après la mort de son fils, sa sœur Margaret put toucher une indemnité de la société de prévoyance. Cette fois, le montant s'élevait à 22 livres sterling. Il était tout à fait commun pour les pauvres de cotiser à de telles sociétés, car il refusait qu'un être cher ait des obsèques d'indigents. À peine quelques mois plus tard, en janvier 1883, Maggie Jennings, la fille de M. Patrick Jennings, l'autre locataire de la pension, décéda à son tour. Elle avait 19 ans, et bien que sa mort fût soudaine, les conditions de vie misérables que de nombreuses personnes enduraient dans l'Angleterre victorienne faisaient que le décès inopiné d'une personne, en apparence saine, n'avait rien d'exceptionnel. Outre l'insalubrité des logements et le manque d'hygiène, qui provoquait souvent des épidémies de typhoïde, l'environnement de travail impitoyable de l'ère post-révolution industrielle avait engendré son propre lot de maladies. Les professionnels de la médecine de l'époque rapportaient une augmentation de diverses affections pulmonaires, dont beaucoup étaient provoquées par l'inhalation de poussières et de particules fines émises par les usines. La vie de Maggie Jennings était elle aussi couverte par la société de prévoyance. Et l'argent, versé suite à son décès, fut encaissé par Catherine. On comptait désormais 3 morts. Le décès survenu dans la modeste pension n'avait pas échappé aux habitants des ruelles misérables. En réalité, l'affaire alimentait désormais toutes les conversations. Même si la mort et la misère faisaient partie de leur quotidien, le décès d'un enfant et de 2 jeunes adultes, en apparente bonne santé et dans la même demeure, paraissait pour le moins suspect. Pour échapper au ragot du voisinage, les 2 sœurs déménagèrent leur commerce, d'abord au 105 rue Latima, puis au 27 rue Ascot. Mais le sort semblait s'acharner sur elles. En septembre 1883, ce fut au tour du mari de Margaret, Thomas Higgins, de tomber malade. À 45 ans, c'était un homme laborieux qui assurait les revenus du foyer. On fit appel à un médecin, le docteur Whitford, qui conclut que la mystérieuse maladie n'était rien de plus qu'une dysenterie, causée par la consommation de whisky bon marché. Il recommanda au patient de cesser de boire et lui prescrivit un mélange d'opium et d'huile de ricin. Sa femme, Margaret, veillait à son chevet. Mais à peine 2 jours plus tard,
le 22 octobre 1883, Thomas Higgins rendit son dernier souffle. Le docteur Whitford confirma la dysenterie comme cause du décès. Cependant, Patrick, le frère de Thomas Higgins, fut stupéfait d'apprendre la nouvelle de sa mort. Il savait que son frère avait toujours joui d'une excellente santé tout au long de sa vie, et cette disparition soudaine lui parut extrêmement étrange. Thomas avait d'ailleurs confié à Patrick, quelque temps auparavant, qu'un médecin accompagné d'un agent d'assurance s'était présenté chez lui, car Catherine et Margaret souhaitaient souscrire une assurance vie à son nom pour un montant de 50 livres sterling. Une somme aussi considérable pour l'époque justifiait l'examen préalable de l'assuré par un médecin, une procédure à laquelle Thomas avait toutefois refusé de se plier. Patrick décida alors de mener sa propre enquête sur la mort mystérieuse de son frère, et découvrit bientôt que Thomas était en réalité assuré auprès de 5 sociétés de prévoyance funéraire différentes, grâce auxquelles sa femme Margaret avait perçu une somme totale de 108 livres sterling. Flairant une machination, il contacta la police. La police accepta d'enquêter et, le jour même des funérailles, un agent de police, officier du coroner et 2 médecins furent dépêchés au 27 rue Ascot. Quand ils arrivèrent, plusieurs personnes se trouvaient dans le petit salon, rassemblées autour du cercueil. Certaines buvaient, et l'agent nota que bien peu de signes de deuil témoignaient la perte du pauvre Thomas Higgins. Le coroner informa Margaret que les obsèques ne pourraient avoir lieu, car une autopsie devait être pratiquée. Sans un mot, Catherine Flanagan s'éclipsa discrètement de la maison par la porte de derrière. L'autopsie, une fois terminée, révéla la présence de fortes concentrations d'arsenic dans l'organisme de M. Higgins. Le coroner déclara que les preuves suggéraient, au vu de la quantité d'arsenic retrouvée, que l'on pouvait conclure que le défunt avait été empoisonné sur une période de plusieurs jours. Lors de la perquisition du 27 rue Ascot, la police mit la main sur une fiole contenant une mystérieuse substance blanche qui se révéla plus tard être de l'arsenic. Présence d'arsenic fut également découverte dans la poche d'un manteau appartenant à la veuve du défunt, Margaret Higgins. Elle fut alors arrêtée. Pendant ce temps, Catherine se cachait des autorités. Elle passait d'une pension à une autre. Mais, chose étrange, ne fit aucune tentative pour quitter la ville. Après, une semaine à tenter d'échapper à la police, elle fut repérée et finalement arrêtée 16 octobre 1883. Les sœurs, Catherine Flanagan et Margaret Higgins, furent alors formellement inculpées du meurtre de M. Thomas Higgins. Il restait cependant 3 autres personnes qui étaient décédées alors qu'elles vivaient dans la pension, et le magistrat allait devoir se pencher sur leur cas. L'autorisation a été accordée aux autorités d'exhumer les corps de Maggie Jennings, de John, le fils de Catherine, et de Mary Higgins, âgée de 8 ans. Le corps de John s'est avéré être dans un bon état de conservation, mais contenait de grandes quantités d'arsenic. La même chose a été constatée les dépouilles de Maggie Jennings et de la petite Mary Higgins. Tous 3 étaient morts d'un empoisonnement à l'arsenic, et leur vie avait été assurée par l'intermédiaire de la société funéraire. Armés désormais de la preuve que Thomas Higgins, sa fille Mary, le fils de Catherine, John, et Maggie Jennings étaient tous morts empoisonnés. Les enquêteurs ont présenté leurs conclusions aux sœurs. Tandis que Margaret devenait très évasive, Catherine a affirmé à la police que c'était sa sœur qui avait été l'instigatrice des crimes. Les enquêteurs, cependant, ne savaient pas comment le duo avait réussi à se procurer le poison. Ils supposaient qu'elles avaient utilisé de la mort au rat, mais lorsque l'adultérant couramment utilisé dans la mort au rat n'est pas apparu lors des autopsies, les enquêteurs étaient très perplexes. Catherine et Margaret étaient toutes deux illettrées, et leur nom n'apparaissait dans les registres de poison d'aucun pharmacien local. Lorsque les inspecteurs ont interrogé Catherine, elle a déclaré aux officiers que Margaret avait extrait le poison de papier tue-mouche. Elle a ajouté qu'elle serait prête à témoigner à charge contre sa sœur. Une offre intéressante, mais que la couronne a décidé de ne pas accepter. Le procès des sœurs, Catherine Flanagan et Margaret Higgins, s'est ouvert au St. George Hall de Liverpool le jeudi 14 février 1884, devant le juge Butt, et a duré 3 jours. Le cas du meurtre de Thomas Higgins a été examiné en premier,
et les preuves contre les accusés étaient convaincantes. À la fin du procès, il n'a fallu que 50 minutes au jury pour les déclarer toutes deux coupables, et le juge les a condamnées à mort. En entendant le verdict, Margaret s'est effondrée dans le box des accusés. Comme elles avaient reçu la peine la plus sévère possible, la couronne n'a pas engagé de poursuite contre elles pour les meurtres de John Flanagan, Maggie Jennings et Mary Higgins. Les sœurs ont alors été renvoyées à la prison de Kirkdale pour y attendre leur sort. Elles étaient détenues dans des cellules séparées et recevaient la visite de l'aumônier de la prison. Comme elles étaient toutes deux illettrées, les gardiens leur faisaient la lecture. Dans l'espoir que sa peine soit commuée, Catherine s'est entretenue avec les inspecteurs et leur a donné les noms d'autres femmes qui, selon elle, responsables d'autres empoisonnements dans la région. Bien que sa déclaration ait été prise au sérieux et que la police ait enquêté sur ces allégations, ils n'ont pas pu obtenir de preuves suffisantes pour les étayer. Le procureur de Liverpool, un dénommé William Marks, a alors écrit au directeur des poursuites publiques pour l'informer qu'il pensait qu'il y avait probablement d'autres victimes mortes par empoisonnement, mais qu'il serait très difficile de prouver qui, à part Catherine Flanagan et Margaret Higgins, aurait pu être responsable de ces décès. Suite à cette décision, il n'y aurait pas de sursis pour Catherine. Et à 8h du matin, le lundi 3 mars 1884, par une matinée très froide et neigeuse, Catherine Flanagan, 55 ans, et sa sœur, Margaret Higgins, 41 ans, ont été pendues. Malgré le mauvais temps, une grande foule s'était rassemblée à l'extérieur pour voir le drapeau noir hissé. Depuis 1868, le public n'avait plus le droit d'entrer dans une prison pour assister à l'exécution de la peine capitale. La police poursuivait son enquête sur les déclarations de Catherine, qui avait affirmé que d'autres femmes avaient participé à des empoisonnements dans le but de percevoir des indemnités d'assurance, et elle a cité les noms de Margaret Evans et de Bridget Begley. Elle a aussi affirmé que Margaret Potter, Bridget Stanton et Madame Fallon travaillaient en tant qu'agentes pour la société de prévoyance funéraire, et qu'il y avait une autre complice nommée Catherine Ryan. Bien qu'il ait été établi que Madame Stanton entretenait effectivement des liens étroits avec les versements d'assurance de certaines personnes décédées, des poursuites n'ont jamais été engagées contre elle, ni contre aucune des autres femmes mentionnées dans les dépositions de Catherine Flanagan. Un grand bravo à vous tous qui êtes parvenus au bout de cette compilation. Je tenais à vous remercier pour votre soutien tout au long de l'année 2023, ainsi que pour tous les commentaires et retours que vous avez laissés. J'aimerais aussi savoir, dans les commentaires, si vous souhaiteriez que je prépare d'autres compilations similaires à celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère vous retrouver tous très bientôt pour la prochaine.